Quel honneur pour nous au Journal L'Éveil de te recevoir, Marie-Ève Dicker, championne IBF des super moyennes. En 17 combats, tu n'as jamais subi la défaite et tu viens de Saint-Eustache. Oui. C'est extraordinaire pour une municipalité comme la nôtre. Parle-moi donc un peu, d'abord, merci d'être là, d'abord, là, c'est tellement apprécié. Parle-nous un peu de ce que signifie pour toi Saint-Eustache dans ta vie, là. Bien, tout d'abord, c'est un plaisir pour moi d'être ici. Lorsque je suis rentrée justement tantôt dans les locaux, je revoyais toutes mes années où je venais voir M. Roy, André Roy, qui célèbre chroniqueur du Journal de l'Éveil, où justement je venais pour des entrevues, porter des photos, des choses comme ça. Donc, j'avais le privilège de revivre un gros souvenir de jeunesse. Puis, Saint-Eustache, pour moi, c'est une ville qui est tellement importante parce que c'est une ville qui m'a donné les moyens de mes ambitions. Lorsque j'étais plus jeune, j'étais membre de la Fondation Élite de la ville de Saint-Eustache. Donc, grâce à la Fondation Élite, j'ai pu participer aux championnats mondiaux d'Espagne, d'Italie, d'Allemagne, d'Irlande. Championnats mondiaux de karaté. De karaté, oui, de karaté. De karaté à cette époque-là. Donc, je suis pas certaine que j'aurais pu participer à ces événements sportifs-là sans l'aide de la Fondation. Puis je suis pas certaine que je serais l'athlète que je suis aujourd'hui sans avoir participé à ces événements-là. Je pense que c'est ce qui a forgé mon caractère, c'est ce qui a forgé mon identité. Donc, je me sens très redevante à la ville de Saint-Eustache parce que c'est vraiment eux qui m'ont toujours chapeauté là, tout le long de ma carrière. Donc, pour moi, là, c'est très important d'être ici aujourd'hui. Donc, quand tu te bats n'importe où, que ce soit dans le monde, puis que tu te dis hey, « j'ai hâte de rentrer à la maison », mais Saint-Eustache, pour toi, c'est un peu la maison, là. Oui, Saint-Eustache est la maison. Et d'ailleurs, justement, lorsque je suis présentée dans le ring, même si je suis plus résidente de Saint-Eustache maintenant, ma mère y réside toujours. Donc, c'est vraiment ma ville, c'est ma ville natale, c'est ma ville, Saint-Eustache. Mais lorsque je suis dans le ring, le présentateur me présente de Saint-Eustache. Donc, c'est une façon pour moi justement de reconnaître tout ce que la ville a fait pour m'aider dans ma carrière. Donc, les concitoyens de Saint-Eustache qui te connaissent moins, qui ont eu l'occasion de te lire souvent par le biais d'André Roy, notamment. Moi aussi, j'ai écrit sur toi, j'ai eu ce plaisir et cet honneur-là. Là, dans le cadre d'un balado, on a plus de temps, un petit peu. Pourquoi on n'en profiterait pas pour revenir sur tes débuts? Tu as parlé du karaté tout à l'heure, donc tu as été de ceinture noire en karaté, je pense, dès l'âge de 11 ans. Oui, exactement. J'ai obtenu ma ceinture noire à 11 ans. Je suis maintenant ceinture noire 5e dan. J'ai aussi ouvert mon école de karaté à l'âge de 19 ans, une école que j'ai vraiment gardée pendant 12 ans de temps avant de la revendre, justement parce que ma carrière de boxeuse prenait peut-être des proportions que j'avais pas envisagées au départ et c'était peut-être un petit peu trop. Mais oui, depuis mon tout jeune âge, depuis l'âge de 6 ans, je suis dans les sports de combat, dans le karaté. J'ai aussi joué au hockey pour le hockey mineur de Saint-Eustache. Ah oui? J'ai joué au hockey. OK, je savais pas ça. Oui, j'ai joué très longtemps, en fait, de Atome à Midget, avant d'aller jouer au hockey féminin pour les Cheminots de Saint-Jérôme. Et pour revenir à mon amour d'autrefois, le karaté un petit peu plus tard. Donc, tu jouais avec les garçons? Oui, je jouais avec les garçons okay. ici. Là. Oui, exactement. Là. Donc, t'étais-tu une fille agressive sur la glace ou quoi? Non, j'étais baveuse, moi. Je vous en apprends une bonne, mais non, j'étais pas nécessairement agressive, mais moi, je donnais toujours mon 100 %. Là. Peu importe ce que je faisais, j'étais dans le tapis, la pédale au fond tout le temps. Puis j'avais tendance à faire des petits coups de traître pour faire prendre des pénalités aux équipes adverses. Là. Okay. Ouais, c'est ça. Mais j'étais vraiment leader, 100 % dans le tapis et tout ça. J'avais peut-être un petit peu plus de talent naturel dans les sports de combat, mais j'adorais le hockey. Pour moi, là, c'était la religion, le hockey. Je savais pas que tu avais joué pour les Cheminots de Saint-Jérôme. Est-ce que c'est Pierre-Alain qui était ton entraîneur à l'époque? Ou... Non. Okay. Non, c'était pas Pierre-Alain. Attends, c'était qui? J'ai joué comme juste une saison avant de retourner au karaté. Je me rappelle même plus le nom de l'entraîneur, mais ça a été un bref passage, comme je disais, avant de revenir au karaté. Là. Puis comment c'est fait, donc du hockey au karaté en même temps, mais là, du karaté à la boxe? Comment c'est arrivé dans ta vie, ça? C'est sûr que j'ai fait une petite transition vers le kickboxing. Donc, j'ai commencé à faire du kickboxing. Je pense que c'était à l'âge peut-être de 21, 22 ans. En fait, au début, quand j'ai commencé à faire du kickboxing, c'était vraiment pour peaufiner mon karaté. Parce qu'à l'époque, dans ma tête, ça faisait aucun sens d'aller faire un autre sport que du karaté. C'était vraiment ma passion, mon seul et unique sport. Par contre, je me suis mis à faire du kickboxing justement pour augmenter mon cardio, augmenter mon endurance, augmenter ma puissance. Puis finalement, je me suis mis à aimer ça un petit peu. Donc, j'ai fait 2 combats de kickboxing. Puis par la suite, je regardais les Jeux olympiques à la télévision. Puis moi, j'ai toujours été une fan des Jeux olympiques depuis que je suis tout petite. Puis je me disais, je peux pas croire dans ma vie que je vais jamais participer aux Jeux olympiques parce qu'il faut savoir qu'à l'époque, le karaté, c'était pas une discipline olympique. Ouais. Donc, je me disais, je peux pas croire que je vais jamais participer aux Jeux olympiques.
Puis mon ami, à l'époque, m'a dit, ben, t'as le choix, Marie-Ève, tu peux aller faire du taekwondo, qui est un sport olympique, ou de la boxe. Puis là, je dis, ben, je pense que je peux donner les meilleurs coups de poing. Je vais aller boxer. C'est comme ça que j'ai mis les pieds dans un gymnase de boxe. Puis c'est vraiment devenu ma passion. J'ai vraiment découvert ma voie par le biais de la boxe. Puis au début, ça devait être difficile de pas donner de coups de pied à quelque part, là? Pas nécessairement, parce que ça a toujours été vraiment une de mes forces de frapper avec mes poings, même en karaté. Je marquais la plupart de mes points avec mes coups de poing, donc c'était pas nécessairement difficile. Ce qui était difficile pour moi, c'était de baisser mon centre de gravité, parce qu'au karaté, comme on va lancer des coups de pied, ben, on a tendance à se tenir un petit peu plus haut sur la position. Donc de vraiment m'écraser pour aller chercher une pleine puissance dans mes coups de poing, c'était un petit peu plus difficile. Ça l'est encore même des fois. Et l'autre chose que je trouvais difficile, c'est qu'en karaté, c'est un système de pointage. Donc dès qu'il y a quelqu'un qui touche, l'arbitre arrête le combat. Tandis qu'à la boxe, des fois, tu vas lancer le premier coup dans le but de passer une combinaison de coups. Donc ça, pour moi, ça a été un ajustement qui était un petit peu plus difficile. Puis je le disais dans mon introduction, en 17 combats, tu n'as jamais perdu, mais chez les amateurs aussi, c'est à peu près pareil. Là. Oui, c'est à peu près pareil. J'ai 8 défaites chez les amateurs en 50 combats. Ouais. Par contre, c'était des défaites là, en championnat canadien et vraiment des défaites comme à des combats de haut niveau. Puis à tous les fois où j'ai subi la défaite, c'est vraiment des combats qui étaient excessivement chauds, à part peut-être en début de carrière, mais sinon... ça a toujours été quand même un chemin assez victorieux pour moi. Là. Toi, un KO, t'en faire donner un, tu connais pas ça, là? Non, c'est ça. Exactement. Non, c'est ça. Moi, je sais pas ce que c'est le feeling. J'ai par contre eu une grave commotion cérébrale en 2015 à l'entraînement. Okay. Juste avant de tourner pro ou? Oui, dans le fond, ça a été l'année de transition. C'est le fait que j'ai passé chez les professionnels. Lorsque j'étais chez les amateurs, j'étais en préparation justement pour les Jeux olympiques. Puis, à l'aube des championnats canadiens, en gymnase, j'ai reçu une combinaison de coups qui a vraiment été comme néfaste. Le surlendemain, je boxais, je faisais un combat et 2 jours après, je refaisais un combat. Donc, j'ai fait 2 combats par-dessus cette commotion-là. Et cette blessure-là m'a tenue à l'écart du ring pendant 1 an de temps. Puis, je manquais tout le processus de qualification. Donc, c'est là que je me suis assise avec mon entraîneur puis on a pris la décision de faire le saut chez les professionnels. Comment t'expliques ça, que tu sois si dominante dans ton sport? Je pense que ça a vraiment rapport avec l'éthique de travail que j'ai. Pour moi, c'est inconcevable d'arriver au gymnase puis de ne pas être à 100 %. C'est inconcevable de ne pas faire les sacrifices au quotidien parce qu'on ne se cachera pas, la vie d'un boxeur, c'est difficile avec les catégories de poids et tout ça. Mais pour moi, cette discipline-là que j'ai à l'extérieur du ring et dans tous mes entraînements, je pense que c'est ce qui fait que je suis la boxeuse dominante que je suis maintenant. Tu parles de comment tu es sérieuse à l'entraînement. Ouais. La dernière année aurait été beaucoup éprouvante à ce niveau-là. Ouais. Donc, le 11 novembre, tu apprenais que ton combat contre Claressa Shields était reporté pour une Xème fois. Ouais. Je pense la 4e ou 5e fois déjà. 7e. 7e, bon, 7e fois, ouais. Durant tout ce temps-là, durant ces 10 mois-là, je pense, ouais. Tu n'as jamais arrêté de t'entraîner pensant que tu allais combattre. Comment on fait pour maintenir ce niveau-là? En fait, ça a été très difficile pour moi physiquement et mentalement, mais aussi pour mes entraîneurs parce que, comme je disais tout à l'heure, moi, je suis à 100 %, je suis dans le tapis. J'ai pas de demi-mesure. Puis, souvent, on était au gymnase, on était à l'entraînement, puis mes entraîneurs, Marie-Ève, calme-toi, Marie-Ève, relaxe un peu. Puis, moi, je connais pas ça. Je suis pas capable de faire ça. Donc, ça a été vraiment très difficile de vraiment gérer l'entraînement, la gestion du surentraînement, mais aussi des blessures parce que il faut pas se le cacher. Il y a une période de la pandémie où mon combat était reporté, mais ce qui est particulier dans mon cas, c'est que mon combat est toujours reporté à courte échéance. Ouais. On m'a jamais dit « tu vas boxer l'année prochaine ». Non, on m'a toujours dit ça a toujours été par période de 1 mois. Donc, pendant le gros de la pandémie où tout était fermé, donc j'avais pas accès à massothérapie, j'avais pas accès à podiatre, j'avais pas d'accès aussi à ostéopathe et tout ça. Donc, il y a des blessures qui ont commencé à apparaître et tout ça. Puis, la gestion de ce degré d'entraînement-là, la gestion des gains par rapport au côté négatif, je pense que c'est ce qui a été le plus difficile pour moi. C'est pas nécessairement en termes de motivation parce que, à part peut-être un certain moment donné où ça a été un petit peu plus dur de me motiver, mais de façon générale, ma motivation était toujours dans le tapis parce que pour moi, ce combat-là, c'est l'accomplissement ultime de ma carrière dans le sens où c'est ce que j'ai toujours rêvé. Pour les gens qui nous écoutent, là, qui ne comprennent pas ce que ça veut dire, là, parle-nous donc, c'est quoi l'entraînement d'une boxeuse à l'approche d'un combat? C'est intense, là. Bien, en fait, c'est intense à l'approche d'un combat, mais c'est quand même de plus en plus intense aussi à l'année longue, parce que on s'est rendu compte beaucoup avec les boxeurs que les boxeurs devenaient très en forme pendant leur camp d'entraînement. Mais comme ça exige une discipline qui est quand même hors du commun,
entre les camps d'entraînement, entre les combats, les boxeurs avaient tendance à vraiment relâcher. Donc, plus d'entraînement, plus de suivi nutritionnel et tout ça. Puis c'est là qu'arrivaient des blessures. C'est là que le boxeur vieillissait un petit peu prématurément. Donc, maintenant, de garder cette discipline de vie-là entre les combats, c'est tout aussi difficile. Mais à l'approche d'un combat, c'est-à-dire de 8 à 12 semaines avant un combat, c'est habituellement le temps qu'on a besoin pour la préparation d'un combat. Bien, en fait, c'est 2 entraînements par jour. Le matin, en préparation physique, où on va travailler tout ce qui est cardio, musculation, gestion du corps pour la préparation des blessures. Et l'après-midi, en boxe. On a aussi, et ça, c'est vraiment 6 jours par semaine, du lundi au samedi. Ça, c'est mis à part tous les suivis de nutrition, psychologie sportive, toutes les demandes d'entrevue, toute la gestion autour de ça. Donc, c'est vraiment un travail à temps plein. Puis ensuite de ça, on va aussi intégrer des sessions de sparring. Pour ceux et celles qui ne savent pas, le sparring, c'est des simulations de combat. En fait, c'est un vrai combat, à la différence qu'on a un casque et des gants un petit peu plus pesants. Mais ça, c'est très taxant sur le corps. Donc, je dois dire que le dimanche, qui est ma seule journée de congé, c'est une journée où je suis peu productive, disons-le. Tu parlais de sparring. J'ai vu dernièrement sur ta page Facebook la filière colombienne qui est là pour t'aider. Là. Ouais. Donc, ces gens-là ont passé l'année ici ou comment ça fonctionne? Non, ben, en fait, je fais pas de sparring avec eux parce que, ben, comme tu as pu le voir sur les photos, ils sont beaucoup plus gros que moi. Il y en a un de 230 livres et l'autre de 210 livres. Donc, on fait pas de sparring ensemble, mais on est partenaire d'entraînement en préparation physique. Donc, on fait les entraînements de cardio, musculation et tout ça. Donc, je suis mes gros Colombiens, donc c'est pratiquement les mêmes poids et tout ça, puis on fait la blague parce que quand c'est des entraînements d'agilité, d'endurance, ben là, c'est moi qui est vraiment au-dessus. Puis quand c'est des entraînements de puissance, ben là, c'est vraiment eux, mais il y a quelque chose d'orgueilleux entre nous qui fait que on veut toujours aller suivre celui qui est meilleur. Donc, je veux pas, on se pousse toujours un petit peu dans le derrière. Puis, en fait, eux, ils sont ici depuis 9 ans au Québec. C'est des Colombiens qui ont immigré ici, qui sont sous contrat par le groupe Yvon Michel. Donc, pour ceux et celles qui ne savent pas, c'est Oscar Rivas et Eléder Alvarez. Eléder Alvarez qui a été champion du monde WBO et Oscar qui s'approche d'un combat de championnat du monde. Pas des jambons, comme on dit. Là. Non, c'est ça. En fait, c'est ça. Ça a été vraiment très, très motivant pour moi de pouvoir m'entraîner avec eux parce qu'en début de carrière, justement, quand la photo a été prise, moi, je commençais chez les professionnels. Puis, Eléder, ben, c'était une période peut-être un petit peu plus creuse, mais au fil des années, ben, dans sa préparation pour son combat contre Sergei Kovalev, lorsqu'il est devenu champion du monde, ben, moi, je m'entraînais avec lui, donc de voir ce que ça prenait, de voir la motivation. Et là, moi, j'avais envie de faire ça. Et ben, Oscar, c'est la même chose, parce que lui, il est avec nous dans le gymnase, puis à chacun de nos combats, que ce soit Oscar, Eléder ou moi, ben, les trois, on est là ensemble. Donc, souvent, avant les combats, mes entraîneurs font mes gaz, je rappe mes mains. J'ai Eléder, j'ai Oscar avec moi. Wow. Lorsque Oscar a boxé à Londres contre Dylan White, j'étais là-bas avec lui. Lorsque Eléder est devenu champion du monde à Atlantic City, j'étais là-bas avec lui. Donc, on est vraiment unis, puis on est vraiment ensemble dans toute cette aventure-là. Dans un contexte normal, tu te prépares, comme tu le dis, 8 à 12 semaines pour un combat. Puis ensuite, ben là, tu as un petit break. Là. Tu peux partir dans le sud, te reposer un petit peu. Ça n'a pas été ça cette année. Là, en fait, c'est ça. Ce qui est arrivé, c'est que oui, il y a des moments où j'ai eu des petites pauses parce que lorsqu'on savait que le combat était reporté, bien, mes entraîneurs me donnaient 1 semaine de congé, 2 semaines de congé. La problématique dans ça, c'est que moi, je suis overachiever dans la vie. Je suis pas capable de décrocher, de déconnecter si j'ai pas accompli. Donc, dans ce cas-ci, mon combat n'avait pas lieu. Donc, pour moi, même si j'avais travaillé super fort, comme me donner 1 semaine de vacances, bien, mon cerveau était toujours quand même concentré sur mon combat. J'ai pas été capable de décrocher de toute l'année. Et même si on a fait beaucoup de travail avec mon psychologue sportif et tout ça, ça reste en tête une obsession pour moi. Donc, physiquement, des fois, je récupérais, mais mentalement, je pense que après ce combat-là, on va avoir besoin d'une petite période là, pour décrocher. C'est ma prochaine question. Il va avoir lieu un jour, ce combat-là. Bien, oui. Du moins, je l'espère toujours. Mais bref, pour le moment, on parle de février. Comme on le dit, c'est arrivé plusieurs reports et tout ça, mais je pense que cette fois-ci, ça commence à être concret. Malgré que la dernière fois, on avait même fait la pesée de 30 jours là, de combat et tout ça, mais cette fois-ci, j'ai vraiment bon espoir que ça va avoir lieu en février. Là. Tu parlais tantôt de t'as effleuré ton rêve olympique. Ton adversaire, là, c'est pas n'importe qui, là. Justement, 2 fois médaillée d'or aux Jeux olympiques en 2012 à Londres, en 2016 à Rio. Championne du monde IBF super moyen et moyen, c'est ça? Comment est ton état mental à l'approche de ce combat-là? Surtout qu'il a été reporté plein de fois. Là. C'est pas comme quelqu'un que t'es assuré de battre, là, à quelque part, là. Bien, plus le combat est reporté, plus j'ai l'impression que je suis encore
plus prête pour la battre parce que on fait toujours du travail supplémentaire, donc on a encore plus de temps. Et plus j'ai l'impression que ce combat-là est à ma portée, puis c'est moi qui vais aller soulever les 4 ceintures parce que c'est important de le mentionner. Dans le fond, moi, je suis championne IBF et dans chaque catégorie de poids à la boxe, il existe 4 ceintures majeures. Moi, j'en possède une, elle en possède 2. Ils mettent la 3e en jeu, donc c'est vraiment le champion unifié, le undisputed, comme on appelle. Donc, pour moi, je sens que je suis vraiment comme tellement proche de caresser cet accomplissement-là, ce rêve-là. Et mon état d'esprit est très bon. J'ai juste comme hâte de monter dans le ring. Là. Si tu la bats, est-ce qu'il y a d'autres filles qui vont vouloir t'affronter? Oui, ben parce qu'ils vont vouloir me ravir mes ceintures. Puis c'est là où ça commence à devenir de plus en plus intéressant parce que je suis bien connue ici au Québec. Je commence à faire mon nom sur la scène internationale. Par contre, une victoire contre Shields va vraiment m'assurer d'avoir les pieds dans un réseau de télé américaine, là où ça commence à être des contrats un petit peu plus lucratifs et tout ça. Et ça va ouvrir vraiment une grande porte au niveau de la boxe internationale. La peur, est-ce que ça t'envahit à l'occasion? Ben, à l'approche d'un combat? Comment tu te sens par rapport à ça? C'est sûr qu'il y a toujours une peur au quotidien qui est là parce que ça reste que c'est dangereux ce que je fais, mais en même temps, c'est ce qui m'anime dans mon sport. C'est le fait que ce soit dangereux. Puis je dis souvent la blague à ma mère, si je faisais pas ça, je ferais autre chose de dangereux, de plus dangereux. Donc, je suis aussi bien de faire ça. Moi, j'aime ça, ce côté, cette adrénaline-là. Puis, lorsque je monte dans le ring, je sais que j'ai tout fait en mon possible. Je sais que j'ai rien négligé. Il n'y a pas une fois où je suis montée dans le ring en me disant « Ah, j'aurais peut-être dû courir un petit peu plus. Ah, j'aurais peut-être dû m'entraîner. » Non. Lorsque je monte dans le ring, j'ai aucun regret parce que je sais que j'ai vraiment fait tout ce que je pouvais faire. Puis j'ai juste du plaisir à le faire. Là. J'ai comme l'impression que tu as commencé ta carrière pro sur le tard. Tu es rendu à 34 ans, on dirait. Tu viens de commencer, puis est-ce que toi, de ton côté, tu vois déjà poindre la fin de ta carrière? Ou comment tu envisages ça? Bien, c'est sûr que chez les femmes, c'est un petit peu plus particulier que chez les hommes. Chez les hommes, habituellement, une carrière pro, 36, 37 ans, va commencer à vraiment tirer à sa fin. Par contre, chez les femmes, souvent, ça va durer un petit peu plus longtemps parce que les femmes atteignent leur apogée un petit peu plus tard. Donc, je sens que je suis dans les meilleures années de ma carrière. C'est sûr que j'en ai peut-être moins en avant de moi qu'il y en a en arrière, mais j'ai pas l'impression que j'ai fait tout ce que j'ai fait ça sur le tard. J'ai vraiment l'impression que toute l'expérience que j'ai acquis dans le passé, c'est ce qui m'aide à être la boxeuse que je suis maintenant. Donc, j'aurais pas été prête à sacrifier ça pour avoir commencé ma carrière plus tôt. Okay. Je sens vraiment qu'au contraire, c'est ce qui m'aide le plus. Là. Puis à quoi tu t'aspires quand tu auras terminé ta carrière, justement? Est-ce que, là, on sait, tu nous as dit que tu n'as plus ton école de karaté. Est-ce que c'est quelque chose que tu reviendrais? Comment tu vois ton après-carrière? Bien, avec la boxe, j'ai découvert beaucoup les médias. Donc, radio, télé, ces choses-là, j'ai eu la chance de participer à plusieurs émissions. D'ailleurs, maintenant, je suis chroniqueuse pour le 91.9 Sport. Et j'ai vraiment beaucoup de plaisir à ça. J'ai un petit peu l'impression que c'est la continuité de mon école de karaté. Lorsque j'avais mon école, je pouvais inspirer les gens, je pouvais leur parler de prendre leur vie en main, d'aller au bout de leurs rêves. Puis, par le biais des médias, c'est un petit peu ça que je peux continuer de faire. Donc, probablement dans ce domaine-là. Mais en même temps, je suis une fille qui touche à tout. Je suis une fille qui a tellement de plaisir dans des nouveaux projets. D'ailleurs, on a lancé une bière. J'ai collaboré à l'écriture d'un livre. Je suis conférencière aussi. Donc, moi, je fais de la boxe parce que j'aime ça. Mais ça me permet aussi de faire tous les autres métiers en connexe un petit peu à ça. Puis j'ai tellement l'impression que je m'ennuierai pas. Parce que ce rôle-là de modèle, pour les jeunes filles notamment, là, qui pensent peut-être à aller en boxe ou quelque sport que ce soit, tu le prends à cœur vraiment. Bien, je le prends à cœur pour les jeunes filles, mais aussi pour les jeunes garçons. Je dirais que, étant une jeune fille qui rêvait d'un jour devenir athlète professionnelle, je peux dire que t'as pas idée du nombre de fois où on m'a dit « C'est super, Marie-Ève, mais trouve-toi un vrai métier. » Donc, le nombre de fois où on m'a dit « C'est impossible, puis tu devrais penser à autre chose. » Moi, j'ai vraiment envie de dire aux jeunes « Vous voulez, donnez-vous les moyens de ces ambitions-là, puis vous pouvez. » Si moi, j'ai réussi, puis comme on disait tantôt, je suis native d'ici, donc j'ai grandi vraiment dans la région. Des fois, on a tendance à penser que des rôles en tant qu'athlète professionnel ou dans des grandes entreprises, bien, c'est réservé aux gens qui sont nés sous une bonne étoile. Puis c'est pas nécessairement le cas. Donc, j'ai vraiment envie de dire aux gens que c'est accessible à tout le monde si on se donne les moyens. Donc, c'est ce rôle-là que j'ai envie de jouer. Merci, Marie-Ève. Hey, un plaisir. Dis-toi qu'on sera nombreux derrière toi
Le tout grand Saint-Eustache va être là pour ton combat en février merci contre beaucoup. Clarissa Shields. Et merci encore d'avoir Un pris le plaisir. temps. Merci.